Le quart de nuit à l'hôpital régional possède une odeur caractéristique, un mélange d'effluves de désinfectant pour le sol et de café soluble bon marché qui a un goût d'eau chaude. J'étais assise au comptoir des infirmières, me massant la nuque qui commençait à se raidir. J'essayais de rester éveillé, même si je sentais que mes yeux fonctionnaient à peine à 5% de leur capacité. Être médecin de garde dans un petit village froid de Normandie exige des nerfs d'acier et un bon assortiment de pulls épais. En réalité, la nuit avait été plutôt calme. Seulement un patient avec des maux d'estomac pour avoir abusé des épices. Le reste n'était qu'un silence sépulcral, si silencieux que j'ai pensé un instant à piquer un somme en cachette dans la salle de repos, mais j'ai écarté l'idée en me rappelant le message que mon mari m'avait envoyé 2 heures plus tôt. Mon téléphone portable, posé sur la table, affichait le dernier message de Nicolas, aussi doux que toujours. Il disait qu'il était bien arrivé sur le chantier hors de la ville et qu'il allait se coucher directement car il était épuisé d'avoir conduit toute la journée. Nicolas est le genre de mari que, lorsqu'il dort, personne ne peut réveiller avant le lendemain matin. Probablement que même un tremblement de terre de faible magnitude ne réussirait pas à le sortir du lit. J'ai souri intérieurement en lisant son message, me sentant chanceuse d'avoir un époux si travailleur et qui me tenait toujours informé. Même s'il oubliait parfois de raccrocher sa serviette mouillée à sa place, une sensation de paix m'a envahi en l'imaginant dormir profondément dans son logement pendant que je passais la nuit en compagnie des moustiques et du tic-tac monotone de l'horloge murale. Cette tranquillité ne fut pas brisée par le bruit d'un fantôme, mais par le rugissement d'une ambulance qui s'arrêta brusquement juste devant l'entrée des urgences. Le crissement des pneus sur l'asphalte mouillé fit disparaître ma somnolence instantanément, laissant place au mode alerte que j'avais perfectionné au fil des années. L'infirmière de garde, qui jusqu'à ce moment était absorbée par un jeu sur son portable, sauta de sa chaise, prête à recevoir le nouveau patient. J'ajustai ma blouse blanche, pris une profonde inspiration et marchai à toute vitesse vers les portes automatiques en verre qui s'ouvraient en grand. Le vent glacial de la nuit me frappa au visage, apportant avec lui l'odeur métallique du sang et la panique des ambulanciers. Mes pas s'arrêtèrent près du brancard et, à cet instant précis, je sentis que mon monde cessait de tourner. Mes yeux s'ouvrirent comme des soucoupes en contemplant la silhouette de l'homme qui gisait faiblement, le visage couvert d'égratignures et les vêtements en lambeaux. Ce n'était pas un inconnu, c'était Nicolas, mon mari, celui qui était censé dormir paisiblement dans une autre ville. Mon cerveau se bloqua, refusant de traiter ce que je voyais. Comment était-il possible que l'homme qui m'avait dit au revoir pour aller travailler dans la province voisine soit maintenant prostré devant moi? Sa chemise en flanelle coûteuse, que je lui avais offerte le mois dernier, était détruite. J'avais l'impression d'être au milieu d'une blague de caméra cachée, mais malheureusement, il n'y avait aucune caméra dissimulée dans les coins. Mon cœur battait la chamade, non pas à cause de l'adrénaline médicale, mais par un mélange de confusion et de peur. Je m'approchai pour m'assurer que je ne me trompais pas. Peut-être n'était-ce que quelqu'un qui lui ressemblait beaucoup. Le visage de mon mari était assez commun, mais non. Le grain de beauté dans son cou et la montre en cuir à son poignet étaient des preuves irréfutables. C'était lui. C'était Nicolas. Alors que je m'apprêtais à lui prendre la main pour vérifier son pouls, un technicien de l'ambulance me donna un rapport rapide sur un accident de la route qu'avait subi la Citroën 2CV de mon mari sur la route menant à une zone touristique, et non en direction du chantier. Avant que je puisse reprendre mon souffle pour me calmer, le deuxième acte de ce drame commença sans préavis. Une jeune femme entra en courant aux urgences, haletante et le visage également couvert de légères égratignures. Elle pleurait à grands cris, d'une voix si aiguë que les autres infirmières se retournèrent en sursaut. Sans demander la permission, elle se fraya un chemin et étreignit le corps inconscient de Nicolas, comme si elle était la propriétaire légitime de cette personne prostrée. La scène était identique à celle d'un feuilleton à l'eau de rose que regardait ma mère. La différence, c'est que ceci était réel et se déroulait sous mon nez. Ce n'était pas une inconnue, et la reconnaître me frappa la poitrine avec plus de force que la nouvelle de l'accident de Nicolas. C'était Chloé, la fille des voisins, que je considérais presque comme une petite sœur. L'étudiante universitaire que j'aidais souvent avec l'argent de ses frais de scolarité parce que ses parents traversaient une mauvaise passe. Son apparence ce soir-là était bien loin de la Chloé innocente et polie qui venait chez moi. Elle portait une robe de soirée quelque peu révélatrice, les cheveux teints en blond, et elle ne sentait pas l'eau de Cologne pour enfants, mais un parfum cher et pénétrant. La voir pleurer hystériquement tout en appelant mon mari par un petit nom affectueux me retourna l'estomac. Les sanglots de Chloé s'intensifièrent. Elle secouait le corps de Nicolas tout en le suppliant de se réveiller. « Nicolas, réveille-toi, s'il te plaît. »
ne me laisse pas, criait-elle sans la moindre trace de honte. Elle ne remarqua absolument pas ma présence, plantée là près de la tête du brancard, cachée derrière mon masque et ma charlotte chirurgicale. Quelle ironie! La femme que j'aidais à payer ses études pleurait maintenant pour mon mari, comme si l'étrangère dans cette situation, c'était moi. Si ce n'était pas un hôpital, je lui aurais probablement versé une poche de sérum dessus pour qu'elle se réveille. Je me sentis comme si on m'avait giflé avec une sandale mouillée. Douleur, surprise et humiliation, tout à la fois. Ma main droite tremblait sans contrôle. Je mourais d'envie de tirer ses cheveux blonds et de la traîner dehors, mais le serment que j'avais prononcé il y a des années me maintint immobile. Ici, j'étais le médecin, et sur mes épaules pesait la responsabilité d'une vie, même si cette vie appartenait à un traître et à sa maîtresse. La situation était une épreuve de patience de niveau divin, où je devais choisir entre être une épouse furieuse ou un médecin professionnel. Je pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons de la forte odeur de désinfectant pour éclaircir mon esprit embrumé. Lentement, j'ajustai mon masque en le remontant jusqu'à ce qu'il couvre presque tout mon visage, sauf mes yeux. Mon identité devait rester cachée pour l'instant, du moins jusqu'à ce que je sache à quelle profondeur ils avaient creusé le trou de mensonge dans mon dos. D'un geste rigide mais décidé, j'indiquai à une infirmière d'éloigner Chloé du patient. La nuit allait être longue et, apparemment, j'aurais besoin d'un café beaucoup plus fort qu'un simple jus de chaussette pour affronter cette folie. Être spectatrice du drame de sa propre vie est une sensation étrange, comme avaler un chewing-gum, ça reste coincé, la panique monte, mais on ne peut pas faire grand-chose. Je restai droite près du brancard, faisant un effort surhumain pour que mes genoux ne tremblent pas devant cette scène ridicule. Chloé restait collée à Nicolas comme un timbre mouillé, refusant de le lâcher, bien qu'une infirmière essaya de l'écarter avec délicatesse. Si la situation n'était pas si critique, j'aurais ri de sa ténacité à protéger l'homme qui était en réalité mon mari. Quel comique! Elle agissait comme si elle était l'héroïne du moment, celle qui s'inquiétait le plus, alors que c'était moi qui m'étais assuré pendant des années que Nicolas mange sainement et ait ses chemises repassées. La jeune femme résistait comme un chat qu'on essaie de baigner pendant que l'infirmière tentait de l'éloigner pour que je puisse examiner le patient. Elle commença à déblatérer sur la lenteur du service hospitalier, nous accusant d'être incompétents pour traiter une personne importante. Personne importante, disait Nicolas. Il était important, oui, surtout la facture de sa carte de crédit, qui le mois dernier avait explosé à cause d'achats dont je commençais maintenant à deviner la destination. Avec le peu de patience qu'il me restait, je fis signe des yeux à un brancardier corpulent pour qu'il emmène Chloé de l'autre côté du rideau. Ses protestations s'éteignirent peu à peu, bien qu'on l'entendît encore menacer d'appeler le directeur de l'hôpital. La menace habituelle, qui me donnait une envie irrépressible de lever les yeux au ciel. Mes mains se dirigèrent automatiquement vers mon stéthoscope tandis que mon esprit priait pour ne pas lancer l'instrument à la tête de quelqu'un. Ausculter la poitrine de Nicolas avec les instruments médicaux me parut étrangissime cette nuit-là. Normalement, je le touchais pour le serrer dans mes bras ou simplement pour poser ma tête. Son cœur battait vite mais régulièrement, au même rythme que le mien, que je sentais prêt à exploser de rage contenue. Son odeur corporelle était celle de toujours, celle de son parfum boisé que j'aimais tant, mais cette fois mélangée à la sueur d'une autre femme et à l'odeur métallique du sang qui me retournait l'estomac. Mon professionnalisme en tant que médecin était mis à l'épreuve à son point le plus critique, devant sauver la vie de la personne qui venait de poignarder mes sentiments dans le dos. L'infirmière la plus expérimentée à mes côtés, Monique, me lança un regard inquisiteur très évident. Elle avait l'air d'avoir avalé un œuf dur entier. Monique savait parfaitement qui était le patient. Elle avait rencontré Nicolas plusieurs fois lors des dîners du service. Elle me regarda, puis regarda Nicolas, et de nouveau moi, la bouche légèrement ouverte derrière son masque. Avant qu'elle ne puisse crier ou poser une question qui dévoilerait mon identité, je portai mon index à mes lèvres. Heureusement, Monique fut assez futée pour capter le signal. Bien que ses yeux reflétassent une compassion qui blessa un peu mon orgueil, je n'avais besoin de la pitié de personne. J'avais besoin de me concentrer. Ma concentration se brisa de nouveau en entendant le chahut de Chloé de l'autre côté du rideau. Cette fois, elle insistait pour rentrer tout en pleurnichant d'une voix capricieuse. Elle disait que Nicolas ne pouvait pas être loin d'elle, qu'il avait besoin du contact de son affection pour se réveiller plus tôt. Mon Dieu, j'avais envie de m'injecter un sédatif pour ne pas avoir à écouter un tel tas de stupidité. Comment était-il possible que l'étudiante que je voyais aller souvent à l'église du quartier se soit transformée en une femme aussi effrontée?
C'était vrai ce qu'on disait. On ne connaît jamais vraiment quelqu'un tant qu'on ne le voit pas dans une situation limite, ou, dans ce cas, tant qu'on ne le surprend pas en flagrant délit d'infidélité. L'aiguille de suture dans ma main dansait avec agilité sur la peau de la tempe de Nicolas, unissant le tissu déchiré par l'impact contre le volant. Chaque point que je faisais me semblait être une ironie. J'étais en train de réparer le visage de l'homme qui venait de détruire la confiance que j'avais construite pendant des années. Nicolas gémit doucement, entr'ouvrit les yeux, mais son regard était perdu sous l'effet de l'anesthésie locale et du coup sur la tête. Il murmura le nom de quelqu'un. Et par Dieu, je désirais qu'il prononçât mon nom. Mais cet espoir vola en éclats à l'instant même où ses lèvres articulèrent le nom de Chloé, dans un murmure, comme si ce nom était son amulette porte-bonheur. Ma main s'arrêta en l'air une seconde avant de continuer la suture, peut-être avec un tirage de fil un peu plus fort que nécessaire. Après 10 minutes qui parurent 10 ans, la première intervention médicale se termina et l'hémorragie de sa tête cessa. Je retirai mes gants en latex tachés de sang et les jetai dans la poubelle à déchets sanitaires avec un mélange de sentiments. Nicolas gisait maintenant tranquille, avec un bandage autour de la tête, affichant un air pacifique, comme s'il ne venait de commettre aucun péché. Je fis un pas en arrière pour laisser de la place aux infirmiers pendant qu'ils nettoyaient les restes de l'intervention, ajustant mon masque qui commençait à me paraître asphyxiant. Je voulais courir aux toilettes, me laver le visage à l'eau glacée, me réveiller et découvrir que tout cela n'avait été qu'un cauchemar causé par une soupe en sachet mangée avant de dormir. Cependant, la réalité me gifla de nouveau lorsqu'une infirmière m'approcha un plateau avec les objets personnels du patient, récupérés dans les poches de son pantalon et de sa veste. Il y avait là son portefeuille en cuir marron, celui que je lui avais offert pour son anniversaire. Les clés de la Citroën 2CV avec le porte-clés à moitié cassé et une carte d'accès à une chambre que je ne reconnus pas. Ce n'était pas la clé de notre maison ni celle de son bureau. C'était une élégante carte magnétique avec le logo d'un établissement de luxe, le Château Hôtel de la Loire, dont le prix par nuit pourrait couvrir mes courses d'un mois. J'allongeai la main, pris la carte et la serrai fort dans la poche de ma blouse blanche. La première phase des soins médicaux était terminée, mais il semblait que l'enquête ne faisait que commencer. L'ambiance derrière le rideau des urgences était maintenant silencieuse. On entendait seulement le bruit des ciseaux d'une infirmière coupant le pantalon de Nicolas pour mieux examiner les blessures de sa jambe. Cela me fit de la peine de voir comment il détruisait ainsi un jean aussi cher, dont je venais de payer la dernière échéance le mois dernier avec ma carte. Mais qu'est-ce que ça pouvait faire? Si même le cœur de son propriétaire était en lambeaux, pourquoi devrais-je me soucier du destin d'un morceau de tissu? Je restai immobile, les bras croisés, observant chaque centimètre du corps de mon mari qui gisait sans défense, cherchant tout autre signe de mensonge qui aurait pu rester sur sa peau. Soudain, on entendit un petit bruit lorsqu'un infirmier lui retira le reste de son blouson en cuir. Un porte-carte fin et un reçu froissé tombèrent au sol, roulant jusqu'à mes pieds. Un infirmier réside qui était de service se baissa pour les ramasser dans le cadre du protocole de sécurité des biens du patient. Mais je fus plus rapide et arrachai ces preuves avec l'agilité d'un gardien de but de l'équipe nationale. Je m'en charge. Ce sont des objets de valeur, dis-je d'une voix aussi neutre que possible pour ne pas paraître comme une épouse soupçonneuse. L'infirmier acquiesça docilement et retourna nettoyer les plaies du genou de Nicolas. Le papier que je venais de ramasser n'était pas le reçu de la station-service ni une facture de ciment pour le chantier. Comme il m'avait dit cet après-midi-là, mes yeux s'écarquillèrent en lisant les lettres imprimées sur le papier thermique. C'était le ticket d'un dîner romantique avec un total qui pourrait payer mes courses de 2 semaines. Étaient clairement détaillés 2 bœufs bourguignons de première qualité et une bouteille de vin onéreuse, avec la date et l'heure d'il y a à peine 2 heures. Fantastique, monsieur Nicolas. Il disait qu'il allait manger un sandwich sur un chantier poussiéreux et il s'avérait qu'il coupait de la viande tendre dans un restaurant 5 étoiles. Pendant ce temps, moi ici, je mangeais une quiche au poireau de la veille pour ne pas tomber dans les pommes pendant le quart de nuit. Et ce n'était pas tout. Le porte-carte qui était tombé gardait aussi une autre surprise non moins douloureuse. En l'ouvrant, je trouvai, délicatement placée entre sa carte d'identité et ses cartes de crédit, une carte d'accès à une chambre électronique avec l'image de collines verdoyantes. Dessus était écrit le nom d'un luxueux établissement, Château Hôtel de la Loire, ainsi qu'un numéro de chambre correspondant aux suites les plus chères. Avec piscine privée. Ce n'était pas un endroit pour que les ouvriers se reposent. C'était un endroit pour une lune de miel ou une escapade de week-end. Je sentis mes genoux flancher comme si on m'avait retiré les os un par un. Ainsi donc,
le projet hors de la ville était en réalité le projet de pêcher avec la fille des voisins. Mes mains tremblaient violemment alors que je tenais ces preuves silencieuses. Ce n'était pas à cause du froid de la climatisation, mais à cause du feu de la jalousie qui me brûlait la poitrine. J'eus envie de froisser ce reçu et de le fourrer dans la bouche de Nicolas pour qu'il se rende compte que la saveur de cette viande chère était maintenant amère. Mais bien sûr, l'honorable docteur Valéry ne pouvait pas se permettre une scène aussi sauvage devant ses subordonnés. Je devais garder mon sang-froid, même si mon cœur était en 1000 morceaux. Comme la vie est curieuse. Moi me cassant le dos en quart de nuit pour nos économies d'avenir, et lui les dépensant pour mener la grande vie avec une femme qui n'avait même pas fini ses études. Avec le peu de force et de raison qu'il me restait, je rangeai toutes les preuves de son infidélité dans la poche profonde de ma blouse. Que ces maudits objets reposent là un moment à côté de mon stéthoscope et de mon stylo, attendant le moment opportun pour être présentés comme des armes de destruction massive pour mon mariage. Je regardai le visage de Nicolas. Il continuait de dormir paisiblement. Le visage que j'avais aimé à la folie me semblait maintenant étrange et faux. Cette nuit, je ne soigne pas seulement tes blessures, Nicolas, mais je rassemble aussi des munitions pour te détruire lentement. Je pris une profonde inspiration, expirai brusquement par la bouche et remis mon visage de marbre. Prêt à affronter l'acte suivant de ce drame bon marché, le bruit de talons au frappant le sol en terrazzo résonna, aigu et agaçant, comme le bourdonnement d'un moustique dans l'oreille quand on est sur le point de s'endormir. Chloé fit irruption de nouveau derrière le rideau, ignorant les avertissements du vigile, qui était débordé par son comportement de princesse mal élevée. Avec le maquillage qui coulait, la faisant ressembler à un panda sous la pluie, elle se planta les mains sur les hanches face à une infirmière résidente. Elle exigea qu'on transfère Nicolas dans la chambre la plus chère immédiatement. Bien qu'elle n'ait même pas fait les démarches d'admission, son assurance était stupéfiante, comme si l'hôpital appartenait à sa grand-mère et qu'elle pouvait faire ce qui lui chantait. Sans une once de honte, sa douce bouche commença à cracher des phrases qui me firent brûler les oreilles derrière mon masque. D'un ton aigu et affecté, elle se présenta comme la fiancée du patient et demanda qu'on ne contacte aucun autre membre de la famille de Nicolas, surtout pas son épouse. Sa femme est une vieille radine, elle est toujours en train de travailler et c'est une pince. Nicolas n'en peut plus à la maison, lança-t-elle à l'infirmière, qui l'écoutait avec un visage confus. Elle dit même avec fierté que Nicolas lui avait promis d'entamer la procédure de divorce la semaine suivante pour l'épouser. Eh bien, quel scénario élaboré. Il s'avère qu'en plus d'être une étudiante médiocre, elle avait aussi du talent pour écrire des feuilletons télévisés. Je restais dans un coin, tenant le dossier du patient, feignant d'être occupé à prendre des notes, bien qu'en réalité je serrais le stylo si fort que mes jointures devinrent blanches. Je mourais d'envie de rire aux éclats à son nez, de rire de sa stupidité à insulter l'épouse, radine, devant l'intéressée elle-même. Elle ne savait pas que la femme avare dont elle parlait était celle qui tenait entre ses mains la vie de son amant à ce moment précis. Les frais de scolarité de l'université qu'elle utilisait pour s'acheter des rouges à lèvres et des talons provenaient aussi de la sueur de cette femme, radine. Une ironie vomitive, mais je me contins de toutes mes forces pour que le spectacle de cirque ne se termine pas trop tôt. Chloé continua de jacasser, montrant une bague en or à son annulaire, qui, selon elle, était le cadeau de leur fiançailles secrète le mois dernier. La bague me paraissait familière. Le design était exactement le même qu'une bague que j'avais vue dans la vitrine de ma bijouterie de confiance. Une bague que je pensais que Nicolas avait achetée pour notre anniversaire de mariage, mais qui n'arriva jamais entre mes mains. Je sentis une pointe de douleur au cœur, mais ma logique m'ordonna de garder mon calme. Laisse-la parler, qu'elle dise ce qu'elle veut. Laisse-la montrer toutes ses cartes sales. Plus elle parlerait, plus j'enregistrerais de preuves dans ma mémoire pour les traîner tous les deux devant un juge. Profite de ton moment de gloire, mademoiselle Chloé, parce que très bientôt la véritable directrice prendra le contrôle du spectacle. L'occasion en or arriva finalement quand la princesse de pacotille, Chloé, s'excusa pour aller aux toilettes retoucher son maquillage, qui ressemblait déjà à celui d'un clown sous l'averse. Le calme revint dans le box des urgences, me laissant seul avec Nicolas, qui dormait toujours sous l'effet des médicaments. Mon regard se cloua immédiatement sur l'objet plat et noir qui reposait sur le plateau en acier près du brancard. Le smartphone de Nicolas. L'écran était brisé en 1000 morceaux, comme une toile d'araignée, par l'impact de l'accident, mais la lumière des notifications clignotait coquettement, demandant à être consulté. D'un mouvement rapide mais prudent, je pris le portable avant que personne d'autre ne le voie. Je me sentis comme une voleuse qui récupère ce qui lui appartient.
Mes doigts touchèrent l'écran froid et une grande question surgit dans mon esprit. Avait-il changé le mot de passe? Les infidèles ont souvent des systèmes de sécurité dignes d'une banque centrale pour cacher leur linge sale, mais il s'avéra que j'avais surestimé l'intelligence de mon mari. Lorsque j'introduisis la combinaison de mon jour et mois de naissance, le portable se déverrouilla sans problème. Une ironie déconcertante. Il me trahissait dans mon dos, mais continuait d'utiliser ma date d'anniversaire comme clé d'accès à ses secrets. Qui sait si c'était par paresse de la changer ou parce qu'il pensait que j'étais trop stupide pour ne jamais vérifier son téléphone. Le fond d'écran n'était plus notre photo de mariage, mais l'image de la voiture de sport de ses rêves. Un petit signe que ses priorités dans la vie avaient radicalement changé. Je ne perdis pas de temps à regarder la galerie de photos ou les messages qui feraient sûrement monter ma tension. Mes doigts bougèrent agilement pour ouvrir l'application de la banque. Mon instinct d'épouse, qui exerçait aussi le rôle de ministre de l'économie du foyer, échouait rarement. Mon cœur s'arrêta en voyant le solde du compte que nous appelions « Économie pour le Mont-Saint-Michel », le compte que nous remplissions avec effort, mettant de côté une partie de notre salaire chaque mois avec le rêve de faire ce voyage ensemble. Maintenant, le chiffre s'était réduit drastiquement jusqu'à un point dérisoire. Les milliers d'euros qui devaient être notre billet vers cet objectif spirituel ne suffisaient même plus pour un billet de TER. Mes yeux s'embuèrent tandis que je parcourais l'historique des mouvements du compte, clairement visible sur l'écran brisé. Il y avait là, imprimé, la preuve d'un délit bien plus douloureux qu'une simple infidélité physique. Il y avait un virement d'une somme considérable effectué 2 jours plus tôt à un concessionnaire de moto. Le motif, paiement final d'une moto de dernière génération. Puis une autre transaction pour le paiement complet de la location de la suite de luxe où il prévoyait de passer cette nuit. Ainsi donc, pendant que j'économisais en mangeant des quiches aux poireaux et en réprimant mes envies d'acheter des vêtements neufs au nom d'un rêve partagé, il utilisait cet argent sacré pour acheter un véhicule à sa maîtresse et financer ses péchés. Je sentis comme si une énorme pierre me frappait l'estomac, me laissant sans air et avec des nausées terribles. Nicolas n'était pas seulement un mari infidèle, c'était un voleur dans sa propre maison. Avec les mains tremblantes d'une rage qui me montait à la tête, j'envoyai rapidement toutes les captures d'écran des mouvements à mon propre numéro et effaçai la trace de l'envoi à la vitesse de l'éclair. Je remis le portable à sa place, dans la même position, comme si je ne l'avais jamais touché. En regardant le visage de Nicolas, qui dormait si innocemment, je sentis que mon amour s'évaporait complètement, remplacé par un profond dégoût envers un homme capable d'échanger la dévotion de son épouse contre un plaisir momentané. Le drame de cette nuit reçut une nouvelle invitée vedette qui, non moins scandaleuse, brisa le silence du couloir de l'hôpital avec le bruit de pas précipités. Ma belle-mère, Marie, une femme d'âge mûr qui d'habitude paraissait impeccable avec son chignon élégant, apparut cette fois avec une robe de chambre couverte par un manteau épais et un visage de panique absolue. Moi, debout dans un coin, je sentis un léger soulagement, pensant qu'enfin arrivait un membre de la famille censé pour prendre les rênes de cette situation démentielle. Mes attentes étaient simples. Elle gronderait Chloé pour traîner la nuit avec un homme marié et ensuite s'excuserait auprès du médecin qui s'occupait de son fils. Mais il s'avéra que mes attentes étaient trop élevées, aussi élevées que mon désir de mincir alors que j'adore grignoter entre les repas. Dès qu'elle entra, son radar ne chercha pas un médecin pour demander l'état de son fils, mais se fixa directement sur la silhouette de Chloé, qui était assise en train de sangloter dans la salle d'attente. Sans y réfléchir à 2 fois, ma belle-mère courut étreindre Chloé avec force, comme si elle était la victime la plus démunie d'une catastrophe naturelle. « Oh, Chloé, ma fille, tu vas bien ? Quelle peur j'ai eue quand on m'a dit que vous aviez eu un accident, dit-elle d'un ton si doux qu'elle n'avait jamais utilisé avec moi en 5 ans que j'étais sa belle-fille. Je restai bouche bée derrière mon masque, me sentant comme une statue décorative dont la présence était complètement ignorée. Ainsi, ma belle-mère connaissait déjà les frasques de son fils et avait même donné sa bénédiction à cette relation illicite. La scène suivante fit bouillir mon sang jusqu'à la racine des cheveux. C'était une sensation plus brûlante que l'asphalte en plein été. Tout en caressant les cheveux blonds de Chloé, ma belle-mère commença à lancer une attaque verbale contre sa belle-fille légitime, sans être consciente que la personne qu'elle insultait était juste devant elle. « Heureusement que tu es sauve, ma fille. Pourvu qu'il n'arrive rien à Nicolas. C'est notre seul espoir pour nous débarrasser de sa femme, qui est une radine et une coincée qui n'arrête pas de travailler, dit-elle, aussi fraîche, sans le moindre remords. Elle le dit juste devant moi, le médecin qui tenait le dossier médical de son fils. J'eus envie de lui répondre « Bonjour, madame. L'épouse radine à laquelle vous faites référence est ici même,
se contenant pour ne pas vous injecter quelque chose par erreur. Il s'avère que tel père, tel fils, la nature trompeuse de Nicolas était apparemment un héritage génétique pur de sa mère. Ce soir-là, le masque de la famille heureuse vola en éclats complètement, révélant leur vrai visage cupide et faux. Entendre comment on vous insulte en pleine figure est une expérience unique. C'est comme entendre un enregistrement de sa propre voix et se rendre compte à quel point elle sonne mal, mais avec un contenu bien plus blessant qu'un simple ton désaccordé. Je restais rigide comme un poteau près du brancard, agrippant le dossier du patient avec la même force avec laquelle je contenais mes envies de fourrer un rouleau de bandage dans la bouche de ma belle-mère. Imaginez, la femme que j'avais toujours respectée, à qui j'achetais chaque année pour son anniversaire une robe de marque, était maintenant debout face à moi, se lâchant à cœur joie et me traînant dans la boue. Elle parlait comme si j'étais le monstre d'un conte pour enfants dont la seule mission était de torturer le beau prince. Et il s'avère que sa version du beau prince était maintenant inconsciente après avoir dilapidé l'argent de sa belle-fille pour faire la fête. Ma belle-mère ne s'était pas encore rendu compte que le médecin immobile face à elle, caché derrière un masque vert et une charlotte chirurgicale, était la belle-fille sur laquelle elle commérait. Elle était occupée à caresser avec tendresse les cheveux blonds et emmêlés de Chloé. Une scène qui me retourna l'estomac. Quand j'étais malade avec une gastro-entérite par épuisement, à force de faire des heures supplémentaires pour payer l'hypothèque de sa maison, elle n'avait même pas pris la peine de me caresser la tête, ni même de passer la tête dans ma chambre. Elle m'avait simplement envoyé un message disant de ne pas tant me plaindre, que Nicolas avait besoin de bien manger. Et maintenant, regardez avec quelle délicatesse elle traitait une inconnue qui avait failli tuer son fils dans un accident de voiture. Il s'avère que la barre de l'affection dans cette famille se mesure à quel point on est doué pour être un lèche-botte, pas à la sincérité du cœur. Docteur, s'il vous plaît, faites tout votre possible pour mon fils. Ne vous inquiétez pas du coup. Sa femme s'en chargera. Elle a beaucoup d'argent, docteur, mais elle est incroyablement radine. Si mon fils ne lui demandait pas d'argent, je suis sûr qu'elle accumulerait tout pour ses caprices, me lança ma belle-mère en s'adressant à moi. La phrase sortit de sa bouche sans frein, s'écrasant contre le mur de ma patience, qui était déjà plein de fissures. C'est drôle. Elle disait que j'accumulais l'argent pour mes caprices. Quel caprice? Cela faisait 2 ans que je n'avais pas changé mes chaussures de travail, qui avaient déjà la semelle usée, alors qu'elle et son fils étreignaient un mobile de dernière génération tous les 6 mois. L'argent que, selon elle, j'accumulais, était celui que je préparais aussi pour sa vieillesse, mais il semble que leurs esprits étaient si embrumés par la cupidité qu'ils ne pouvaient distinguer l'or du laiton. Chloé, la garce qui cherchait protection, raviva le feu d'une voix nasillarde et feinte. Oui, tante Marie, pauvre Nicolas. Il me raconte souvent qu'à la maison il se sent sous pression. Sa femme est froide, elle n'est presque jamais là, toujours occupée avec ses patients. Nicolas a besoin de chaleur, tante, ajouta-t-elle en sanglotant faussement. En entendant cela, je sentis que mon sang bouillait plus fort que l'eau d'une bouilloire sur le point d'exploser. Ainsi, c'était l'histoire qu'ils avaient construite dans mon dos. Moi, qui me cassais le dos à travailler jour et nuit, renonçant à mon repos pour mes patients, j'étais froide et négligente. Et qui payait la facture d'électricité pour qu'ils puissent dormir sur leurs 2 oreilles avec la climatisation? Qui remplissait le frigo pour qu'ils ne manquent de rien? La réponse était l'épouse froide qui tenait maintenant le destin de leur vie au bout de ses doigts. Je pris une profonde inspiration, essayant de remplir mes poumons avec tout l'oxygène possible avant d'exploser. La froide salle des urgences me parut soudain étouffante et petite. Le son régulier du moniteur cardiaque de Nicolas semblait être la bande-son de cette tension. L'infirmière Monique, à mes côtés, était visiblement nerveuse. Ses pieds bougeaient avec inquiétude et elle me regardait avec terreur, craignant qu'à tout moment je ne leur lance une bonbonne d'oxygène. Mais tranquille, je suis une professionnelle. Je ne recourrai pas à la violence physique. J'ai une manière beaucoup plus élégante et létale de faire taire ces bouches venimeuses. Assez de farce pour ce soir. Le scénario de ce drame est trop long et ennuyeux. Excusez-moi, ma voix sonna grave et contenue derrière le masque. Ma belle-mère se retourna avec un visage peu amène, peut-être offensée d'avoir été interrompue dans sa séance de défoulement. Qu'y a-t-il, docteur? Il arrive quelque chose à mon fils? C'est grave? Vous serez responsable si mon fils garde des séquelles, cracha-t-elle d'un ton hautain. Typique de qui croit que le monde tourne autour de son nombril. Je ne répondis pas par des mots. Lentement, ma main s'éleva vers ma tête.
Mes mouvements furent délibérément lents et dramatiques, comme dans un film au ralenti, pour qu'elle puisse profiter de chaque seconde. Mes doigts atteignirent les liens de la charlotte chirurgicale qui couvrait mes cheveux et je défis le nœud. Le tissu vert tomba au sol, laissant à découvert ma longue chevelure. Un peu décoiffée, ma belle-mère fronça les sourcils, confuse par le comportement étrange du médecin. Mais le spectacle principal était sur le point de commencer. Ma main se dirigea vers les élastiques du masque qui entouraient mes oreilles. À cet instant, le temps sembla s'arrêter. Une seconde, l'élastique droit se détacha. 2 secondes, le gauche suivit. 3 secondes. Je baissai complètement le tissu qui couvrait mon visage, laissant la lumière néon des urgences illuminer mon vrai visage. Le silence qui suivit fut extraordinaire, plus profond que celui d'un cimetière à minuit. L'agitation de l'hôpital hors du rideau sembla s'évanouir, remplacée par le bruit imaginaire des mâchoires frappant le sol. Ma belle-mère, dont le visage était auparavant rouge de colère, devint pâle comme un linge. Ses yeux sortaient de leurs orbites et sa bouche s'ouvrit en grand, mais elle n'émit aucun son. Elle ressemblait à un poisson hors de l'eau cherchant de l'air. Elle me regardait comme si elle voyait un fantôme sorti de sa tombe pour se venger. Son corps tremblait violemment. La main avec laquelle elle étreignait Chloé pendait maintenant inerte à son côté. Pendant ce temps, la réaction de Chloé assise sur la chaise ne fut pas moins épique. Son visage, taché de maquillage, se figea. Ses yeux bougeaient frénétiquement de mon visage au badge d'identification qui pendait à ma blouse. Docteur Valérie. Je pus voir comment son cerveau lent essayait de relier les points. Le médecin qu'elle avait devant elle était Valérie. Valérie était le nom de l'épouse de Nicolas. L'épouse de Nicolas était la femme qu'elle venait de traiter de radine et de coincée. Et le pire de tout, c'était la femme qui avait payé ses études. Son monde de fantaisie s'effondra. Elle se recroquevilla sur sa chaise essayant de se cacher derrière ma belle-mère, mais malheureusement ce dos tremblait aussi sans force. Je les regardais toutes les deux alternativement, avec une expression que j'avais répétée mentalement, froide, tranchante et sans émotion, sans larmes, sans crise hystérique, seulement le regard d'un juge qui tient déjà le marteau du verdict. Le coin de mes lèvres se souleva légèrement, formant un sourire cynique et effrayant. « Continuez, madame, dis-je d'une voix calme qui résonna dans la petite pièce. Que disiez-vous tout à l'heure? Que sa femme est radine, que c'est une bourgeoise coincée. Continuez, s'il vous plaît. J'adore vous écouter. Ce n'est pas tous les jours qu'on entend une opinion aussi sincère d'une belle-mère et de la fille des voisins que j'ai nourrie. » Ma belle-mère recula d'un pas, trébuchant sur le pied d'une chaise et manquant de tomber. Elle essaya de parler, mais la voix resta coincée dans sa gorge. Elle ne réussit qu'à balbutier un « Valérie ». Son arrogance et sa prestance s'évanouirent. Face à moi, il n'y avait qu'une vieille femme découverte, morte de honte d'avoir été surprise en train de mordre la main qui la nourrissait. Une sensation de satisfaction commença à parcourir mon corps. Voir leur visage de panique était une juste récompense pour la douleur qu'elle m'avait causée. « Pourquoi vous taisez-vous » demandai-je de nouveau, faisant cette fois un pas vers elle. Mes pas sonnèrent fermes sur le sol. Avant, vous étiez très insistante pour demander le meilleur traitement. Ne vous inquiétez pas, madame. Je suis une professionnelle. J'ai déjà recousu la tête de votre fils. J'ai déjà soigné ses blessures. Je ne vais pas le laisser mourir juste parce que je déteste son comportement. Je fis une pause, laissant la peur s'emparer d'elle. Mais à partir de cette seconde, n'attendez aucun traitement de faveur. Et au fait, Chloé, je me tournai vers la jeune fille qui gardait maintenant la tête basse, évitant mon regard. J'espère que tu as une bonne mutuelle ou au moins un portefeuille bien rempli, parce qu'à partir de ce soir, la bourse officieuse que tu recevais de ma part est officiellement annulée. S'il te plaît, paie toi-même les frais du traitement de ton bien-aimé. L'ambiance dans la pièce était de paralysie absolue. Elle ne pouvait pas fuir, elle ne pouvait pas répliquer, elle ne pouvait pas se cacher. Leur masque était en 1000 morceaux sur le sol, piétiné par la vérité que je venais de mettre à nu. J'étais là comme la vainqueur absolue de cet assaut, non comme la victime qui pleure dans un coin, mais comme la femme qui avait le contrôle total sur le destin des traîtres qu'elle avait devant elle. La nuit était froide, oui, mais mon regard était bien plus glacial que l'air de n'importe quelle montagne. S'il existait un concours mondial du changement d'expression faciale le plus rapide, ma belle-mère remporterait le premier prix sans concurrence. Son visage furieux, qui m'insultait auparavant,
se transforma radicalement en une grimace de supplique, comme celle d'un mendiant à un feu rouge. Ses lèvres tremblaient tandis qu'elle essayait d'articuler une défense qui ne serait sûrement qu'un tissu de mensonges. Va. Valérie. J'étais juste en colère. Je ne voulais pas dire ça. Tu as mal compris, ma fille, balbutia-t-elle en essayant d'atteindre ma main avec la sienne, ridée et froide. Je reculai d'un pas, esquivant son contact comme si sa main portait un virus mortel. Mal compris? Quelle partie ai-je mal comprise, madame? La partie où vous me traitiez de radine ou la partie où vous disiez que Chloé était votre belle-fille idéale? Demandai-je d'un ton détendu mais blessant. Un sourire tordu restait dessiné sur mes lèvres, savourant la rare scène de voir cette vieille lionne se retrouver soudain sans dents dans sa propre cage. Chloé, derrière elle, restait silencieuse, feignant d'être occupée à tordre le bord de sa robe, souhaitant probablement que la terre l'engloutisse à cet instant même. Sans plus de préambule, je mis la main dans la poche de ma blouse, non pour sortir un bonbon, mais le trésor que j'avais trouvé plus tôt dans la poche de Nicolas. D'un geste tranquille, je posai le reçu froissé du dîner et la carte d'accès au château-hôtel sur la table près du brancard. Le bruit sec de la carte en plastique heurtant la table en métal résonna dans la pièce silencieuse. Je n'ai pas besoin d'un drame de larmes de crocodile ce soir. Regardez ça, dis-je en montrant l'épreuve. C'est le ticket d'un dîner romantique et la location d'une chambre de luxe, payée avec l'argent de nos économies pour le Mont-Saint-Michel. L'argent que j'ai réuni en veillant tard pour soigner des patients pendant que votre fils s'amusait avec cette étudiante sans vergogne. Ma belle-mère regarda les objets avec des yeux exorbités puis me regarda de nouveau avec le visage pâle. Elle savait quel était échec et mat. Il n'y avait aucune échappatoire possible. Écoutez-moi bien, parce que je ne vais pas le répéter, dis-je fermement, en les regardant dans les yeux l'une après l'autre. Mon travail de médecin est terminé. J'ai sauvé la vie de votre fils et j'ai soigné les blessures de sa maîtresse. Professionnellement, j'ai rempli mon devoir, mais personnellement, je suis désolé. La charité a fermé définitivement. Je pris une brève bouffée d'air et continuai avec mon ultimatum. À partir de ce moment, je m'en lave les mains. Occupez-vous des démarches administratives de l'hôpital. N'utilisez pas mon nom comme garant. Et toi, Chloé, je me tournai vers la fille. Utilise l'argent qu'il te reste de ce que tu as volé à mon mari pour payer tes médicaments. N'attends pas un centime de plus de ma poche. Je fis demi-tour et marchai vers le rideau avec une immense sensation de soulagement, comme si je venais de jeter à la poubelle quelque chose de pourri que je gardais depuis longtemps à la maison. Bonne nuit. Profitez de votre temps ensemble sans les désagréments de cette épouse radine, conclus-je en tirant le rideau et en les laissant seuls, complètement déconcertés, réfléchissant à comment payer une facture qui ne serait pas précisément petite. Sortir de derrière le rideau des urgences fut comme sortir d'un cachot étouffant après 10 ans d'enfermement. L'air de l'hôpital, qui sentait normalement le désinfectant et les médicaments, me parut soudain aussi frais que celui de la montagne au matin. Mes pas étaient légers, comme si le poids de centaines de kilos que j'avais porté sur mes épaules, celui d'être l'épouse parfaite, la belle-fille obéissante et la source de financement de la famille, venait de se détacher et de tomber au sol. Au comptoir des infirmières, Monique et d'autres collègues me regardaient avec un mélange d'admiration et d'effroi. Elles avaient sûrement tout entendu. Les murs de cet hôpital ont des oreilles et les ragots ici se propagent plus vite que la lumière. Mais cela m'était égal qu'elles le sachent. À partir de ce soir, je n'avais plus de secret de famille à cacher. Le cadavre que Nicolas cachait, je l'avais déterré jusqu'aux os. Pourquoi devrais-je avoir honte? Ceux qui devraient avoir honte, c'étaient eux, ceux qui étaient à l'intérieur, plongés dans la confusion. Je marchai directement vers l'administration, ignorant les regards curieux du vigile qui bâillait à son poste. L'employé de nuit, un jeune homme aux yeux rougis par le sommeil, se redressa en me voyant arriver avec un visage qui ressemblait probablement à celui d'un ange de la mort. D'une voix tranquille et plane, je lui donnai les instructions qui seraient le premier clou dans le cercueil financier de mon mari. Bonsoir. S'il te plaît, prends note. Le patient nommé Nicolas aux urgences et la femme qui l'accompagnait, toutes leurs factures doivent être séparées de mon compte d'employé. Pas un seul euro ne doit être débité de mon assurance familiale. Je retire ma condition de garant tout de suite. S'ils ne peuvent pas payer en espèces ou par carte, traitez-les selon la procédure pour les patients sans assurance qui ne paient pas. L'employé resta bouche bée un moment,
surpris d'entendre des instructions aussi cruelles du docteur Valéry, qui était normalement aimable et avait l'habitude d'offrir quelque chose de la cafétéria. Mais en voyant le sérieux dans mon regard, il acquiesça rapidement et commença à taper quelque chose sur son ordinateur avec panique. Une fois l'affaire administrative réglée, je ne rentrais pas chez moi. Retourner dans une maison vide me ferait seulement pleurer et je refusais de verser une larme pour un homme aussi indigne. Je préférais m'asseoir au bistrot de l'hôpital, déjà désert, et commander un café noir et amer, aussi amer que ma vie ce soir-là. Tout en buvant le café chaud, je réfléchis. Comme la vie est curieuse. Il y a quelques heures, j'étais encore une épouse fière d'avoir un mari travailleur. J'imaginais encore notre vieillesse, assis ensemble sous le porche à regarder jouer nos petits-enfants. Il s'avère que tout n'était qu'un fantasme dans ma tête. La réalité est que je n'étais qu'une vache à lait qu'on exploitait jusqu'à l'épuisement et qu'on prétendait sacrifier quand elle ne serait plus utile. La différence, c'est que cette vache à lait avait des cornes et savait comment charger. Mon portable vibra. Une notification de l'application de la banque. Je venais de bloquer toutes les cartes de crédit supplémentaires qu'avaient Nicolas et sa mère. Ah, quel plaisir d'imaginer leur tête quand le caissier du supermarché leur dirait que la carte est refusée. 2 heures plus tard, alors que l'aube commençait à poindre et que le ciel se teignait d'un bleu sombre, une infirmière s'approcha de moi en courant au bistrot. Elle dit que Nicolas s'était réveillé tout à fait et était furieux, exigeant de me voir. Furieux, quelle énergie! Un homme à qui on venait de recoudre la tête et avec une jambe cassée avait encore des forces pour se mettre en colère. Je finis mon café d'un trait, ajustai ma blouse et retournai à l'étage d'hospitalisation d'un pas tranquille. C'est le dernier acte, pensais-je. Le moment où le petit roi doit savoir que son royaume s'est effondré et qu'il n'est plus le souverain. Quand j'entrai dans la chambre, qui était maintenant de 3e classe, parce que, bien sûr, sans ma garantie, il ne pouvait pas accéder à une chambre privée, la scène était à la fois pathétique et ridicule. Nicolas gisait sur un lit en fer avec un matelas fin, sa jambe en l'air avec un bandage épais, le visage enflé. À ses côtés, ma belle-mère Marie était assise sur une chaise en plastique bon marché, se massant le front, tandis que Chloé se recroquevillait par terre, serrant ses genoux, le visage congestionné. Dès qu'il me vit entrer, les yeux de Nicolas s'allumèrent. Il essaya de se redresser, mais gémit de douleur. « Valérie, c'est quoi ce bordel? Pourquoi tu m'as mis dans ce taudis? Je suis ton mari. Transfère-moi dans une chambre privée, maintenant. Il fait chaud ici. » cria-t-il d'une voix rauque. Incroyable. Au lieu de s'excuser ou de se sentir coupable, sa première phrase fut une plainte sur les installations. Vraiment, il y a des gens qui n'ont pas de miroir chez eux. J'esquissais seulement un léger sourire, debout sur le seuil, les bras croisés, profitant de la vue des rats piégés dans leur propre trappe. « Bonjour, mon cher ex-mari », saluai-je d'un ton joyeux et fin, en contraste total avec l'ambiance sombre de la chambre. « Désolé, mais les chambres privées sont uniquement pour les familles des médecins. Et comme tu as décidé de former une nouvelle famille avec la fille des voisins, tes privilèges ont expiré. Considère ça comme une simulation de la vie de misère qui t'attend à partir de demain. » Nicolas me regarda avec des yeux exorbités, le visage rougi de colère. Il me pointa d'une main tremblante. « Ne sois pas insolente. Je peux porter plainte pour abandon de conjoint, menaça-t-il. Je ris doucement, un rire authentique, parce que sa menace sonnait comme la blague d'un clown de foire. Abandon? Au contraire, je lui enseignais la véritable signification de l'indépendance. Je m'approchai de son lit, faisant reculer instinctivement ma belle-mère sur sa chaise par peur. Je regardai Nicolas dans les yeux, cherchant une trace d'amour, mais je ne trouvais qu'un ego blessé. Porte plainte. Vas-y. Mais avant que tu ne dénonces un abandon, moi je t'aurais déjà dénoncé pour détournement de fonds et vol, murmurai-je. Lentement mais avec emphase, le visage de Nicolas, auparavant rouge de colère, devint pâle comme celui d'un cadavre. Ses yeux bougeaient avec inquiétude. Vol. Ne m'accuse pas faussement, se défendit-il, mais sa voix semblait incertaine. Je sortis mon portable et lui montrai les preuves des virements que j'avais sauvegardés. Les économies pour le Mont-Saint-Michel, Nicolas. Les milliers d'euros que nous avons accumulés pendant 5 ans, tu les as flambés pour lui acheter une moto. Je désignai Chloé du Menton. Et pour louer cette suite pour vos péchés. C'est un délit.
Et comme l'argent était sur un compte joint où la majorité des revenus venaient de mon salaire, j'ai tout à fait le droit de te poursuivre. La chambre redevint silencieuse. Cette fois, un silence tendu. Nicolas savait qu'il ne pouvait pas nier les preuves numériques. Ma belle-mère commença à pleurer de nouveau, cette fois avec plus de sincérité en se rendant compte que le portefeuille de son fils était vide. Valérie, ma fille, ne fais pas ça. Arrangeons ça en famille. Quelle honte vis-à-vis des voisins. Si la police l'apprend. Supplia Marie en essayant de nouveau de me prendre la main. Je la repoussai doucement. En famille? Quelle famille, madame? La famille que vous souteniez pour qu'il me soit infidèle? Ah, et en parlant de voisins, je crois que vous devriez vous préparer à une honte encore plus grande. Je me tournai vers la porte et fis signe à quelqu'un qui attendait dehors. La porte s'ouvrit en grand et un homme et une femme d'âge moyen entrèrent avec une expression de fureur débordante. C'étaient les parents de Chloé. Je les avais appelés depuis le bistrot pour les informer que leur fille était à l'hôpital après un accident avec un homme marié. Leur réaction, bien sûr, fut la colère. En voyant ses parents, Chloé se leva, terrorisée. « Papa, maman » murmura-t-elle, mais son père lui asséna une gifle sonore qui résonna dans toute la chambre. « Ingrate. On te paie des études pour que tu deviennes quelqu'un, pas pour que tu deviennes une briseuse de ménage. Tu as fait honte à la famille. » cria le père. La mère de Chloé pleurait hystériquement, frappant les épaules de sa fille. « Que avons-nous fait de mal avec toi? Comment as-tu pu faire ça à Valérie qui t'a aidé à payer tes frais de scolarité? » Le chaos dans la chambre était un spectacle. Chloé pleurait en demandant pardon aux pieds de son père. Ma belle-mère pleurait de confusion et Nicolas ne pouvait que rester rigide dans son lit sans pouvoir fuir parce qu'il avait la jambe cassée. Il vit ses beaux-parents potentiels traîner sa maîtresse hors de la chambre. « À la maison. Je vais t'enfermer et oublie l'université. » criait le père de Chloé en l'emmenant. Chloé se tourna vers Nicolas, espérant que son prince la sauverait, mais Nicolas détourna le regard. Le prince crapaud était trop occupé à se sauver lui-même. C'en était fini de l'amour éternel qu'il clamait la veille au soir. Il s'avéra que leur amour était aussi fragile qu'un mouchoir en papier. Quand la famille de Chloé partit avec tout son drame, nous restâmes tous les trois, les restes de cette famille détruite. Nicolas me regarda avec le regard perdu. Peut-être venait-il de se rendre compte qu'il était complètement seul. « Valérie, s'il te plaît. » Sa voix faiblit. Son ego s'effondra en affrontant la réalité. Ma jambe. Le médecin dit qu'ils doivent m'opérer pour me mettre une plaque. Ça coûte beaucoup d'argent. Maman ne l'a pas. S'il te plaît, juste cette fois. Je te jure que je te rembourserai dès que je pourrai. Je regardais sa jambe bandée. Ah, oui. La blessure était assez grave. S'il ne se faisait pas opérer bientôt avec du matériel de qualité, il pourrait rester boiteux à vie. Le coût était de milliers d'euros. Une petite somme pour moi, mais une fortune pour un chômeur déguisé comme lui. Eh bien, quel dommage, répondis-je d'un ton de fausse inquiétude. L'opération est chère. Oui, malheureusement, l'argent qui aurait pu la payer, tu l'as déjà utilisé pour acheter la moto de Chloé. Essaie de lui demander de la vendre pour payer ton opération. Ah, non, attends. Son père vient de l'emmener et il va sûrement la confisquer. Je secouai la tête, feignant la tristesse. De plus, Nicolas, même si j'avais l'argent, je préférerais le donner à un orphelinat plutôt que de financer la jambe que tu as utilisée pour aller pêcher. Considère ta future boiterie comme un souvenir éternel de ton infidélité, pour que chaque fois que tu marcheras, tu te souviendras à quel point tu as été stupide. Ma belle-mère s'agenouilla à mes pieds, m'enlaçant les jambes avec force. Valérie, pardon, ma fille. Je t'en supplie. Aie pitié de Nicolas. Il est jeune, il a toute la vie devant lui. Ne le laisse pas rester estropié. Je te promets que je l'obligerai à quitter Chloé. Je serai une bonne belle-mère pour toi. Je regardais la vieille femme à mes pieds avec une pointe de pitié, mais mon dégoût était bien plus grand. Madame, il est trop tard. Ça ne sert à rien de s'agenouiller maintenant. Quand j'étais malade et que j'avais besoin de votre aide, où étiez-vous? Occupé à dépenser mon argent. Maintenant, expérimentez dans votre propre chair combien il est difficile de le gagner.
Je retirai ma jambe de son étreinte, la faisant rouler doucement sur le sol froid. Je sortis une enveloppe marron de mon sac, une que j'avais préparée cette nuit même avec l'aide de l'avocat de ma famille, qui par hasard était aussi de garde pour un autre incident. Je posai l'enveloppe sur la poitrine de Nicolas. Ceci est la demande de divorce. Signe-la le plus vite possible si tu veux une procédure facile. Si tu compliques les choses, je m'assurerai que tu pourrisses en prison pour détournement de fonds. Tu n'as que deux options, être un divorcé pauvre et boiteux hors de prison, ou être un détenu boiteux à l'intérieur. Nicolas regarda l'enveloppe avec des mains tremblantes. Les larmes commencèrent à jaillir de ses yeux. Des larmes d'un repentir qui arrivait trop tard. Il venait de se rendre compte qu'il n'avait pas seulement perdu son épouse, mais aussi son distributeur automatique, son avenir et sa dignité d'homme. Et une chose de plus, dis-je en marchant vers la porte, prêt à abandonner cette chambre pour toujours. La facture de l'hôpital court par heure. Si à midi vous n'avez pas payé un acompte, l'hôpital vous mettra dehors de force. Mon conseil est de vendre ces bijoux en or que vous portez, madame. Ah, attendez. Ces bijoux, c'est moi qui vous les ai achetés. Eh bien, considérez cela comme ma dernière œuvre de charité. Vendez-les pour le billet de TER pour rentrer chez vous, car votre Citroën 2CV est détruite et aucune assurance ne couvrira un accident pour conduite dangereuse. Je fermai la porte de la chambre lentement, laissant les lamentations de regret éclater à l'intérieur. Nicolas criait mon nom. Sa mère implorait le Dieu qu'ils avaient oublié depuis si longtemps, mais pour moi ce n'était plus qu'un bruit de fond qui s'évanouissait peu à peu. Je marchais dans le couloir de l'hôpital, qui commençait à se remplir de visiteurs. Le soleil brillait intensément à travers les fenêtres, illuminant le sol propre. La chaleur de ses rayons pénétrait ma peau comme si elle brûlait les derniers vestiges de la nuit glaciale et terrible. Je touchais ma poitrine où battait mon cœur. Curieusement, je ne ressentais pas de douleur insupportable. Ce que je ressentais était un soulagement immense, expansif, comme si j'avais guéri d'une maladie chronique qui m'avait consumé pendant longtemps. J'avais perdu un mari, j'avais perdu mes économies et j'avais perdu 5 ans en vain. Mais aujourd'hui j'avais récupéré quelque chose de bien plus précieux, ma dignité. Moi, le docteur Valérie, je n'étais plus la femme idiote qu'on pouvait tromper. J'étais une femme libre qui venait de gagner une bataille sans se salir les mains de sang. Que le karma agisse à sa manière élégante. Ma tâche est simplement d'avancer à la recherche du véritable bonheur, loin des parasites qui regrettent maintenant leur destin dans une chambre de 3e classe. Et pour la première fois depuis longtemps, je souris. Un sourire véritablement sincère pour moi-même. 6 mois ont passé depuis cette nuit dramatique et on dirait que c'était hier que je sortais de la gueule du loup. La différence est que maintenant je me sens rénové et parfumé. Ce matin, le soleil brille avec force à l'horizon, saluant la fenêtre de mon nouvel appartement dans une ville différente. Il n'y a plus de brume froide de montagne qui vous glace les os, ni d'appels d'urgence à minuit qui vous font sursauter. Et le plus important, il n'y a plus de fardeau dans ma vie nommé Nicolas et sa famille. Je suis sur le balcon, tenant une tasse de thé chaud, respirant l'air matinal qui sent la terre mouillée et l'herbe fraîche. Je sens mes poumons, autrefois oppressés par la fumée du mensonge, complètement propres. Si avant je me réveillais inquiète pour les factures de carte de crédit de mon mari, maintenant je me lève avec un grand sourire en pensant à ce que je vais cuisiner pour moi. La liberté a une saveur douce. Déménager a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Après un divorce compliqué, plein de larmes de crocodile de sa part, j'ai fait mes valises dès que le juge a rendu sa sentence. Je n'ai pas emporté grand-chose, juste mes vêtements, mes livres de médecine et les restes de ma dignité que j'ai réussi à nettoyer des taches de la trahison. J'ai vendu l'ancienne maison de campagne pleine de mauvais souvenirs et j'ai utilisé l'argent pour monter un petit cabinet dans ma ville natale. Ici, les gens ne me connaissent pas comme l'épouse du médecin qu'on a trompé, mais comme le docteur Valérie, aimable et qui donne parfois des vitamines aux enfants. C'est merveilleux de recommencer sur une page blanche. En parlant du passé, les rumeurs, ou plutôt les nouvelles d'anciens voisins commères, continuent de m'arriver, même si je ne les demande pas. Ils disent que la vie de Nicolas a changé radicalement. D'être un prince à cheval, il est passé à être un prince en fauteuil roulant. Au sens figuré, l'opération de sa jambe a eu lieu, mais comme il a utilisé les services les plus basiques de la santé publique et que la rééducation a été limitée par manque de fonds, sa boiterie est permanente. Imaginez, un homme qui avant se vantait de chaussures chères et marchait avec arrogance, se traîne maintenant avec l'aide d'une canne en bois.
Et même pas une canne élégante, mais une ordinaire avec l'embout usé. Il a essayé de chercher du travail dans plusieurs entreprises de construction, mais personne ne l'a accepté à cause de sa condition physique et de l'historique de la plainte pour détournement de fonds que j'avais déposé initialement. Oui, j'ai retiré la plainte pénale au dernier moment, mais pas par amour. Je l'ai retirée parce que j'ai pensé que la prison était une punition trop confortable pour lui. Là-bas, il lui donnerait nourriture gratuite, toit et compagnie. Ce sont des vacances payées. Je voulais qu'il expérimente la véritable prison, la prison de la vie. Vivre dans la pauvreté, avec un handicap, endetté et partageant un petit appartement de location avec sa mère pointilleuse sans revenu, c'est une punition perpétuelle bien plus sévère. Et effectivement, les dernières nouvelles disent qu'ils vivent maintenant dans un appartement minuscule parce que la banque a saisi leur maison, la Citroën 2CV est détruite, la moto saisie par l'organisme de crédit et les bijoux de ma belle-mère vendus pour payer des traitements alternatifs inefficaces. Ma belle-mère, l'ancienne grande dame qui me méprisait, travaille maintenant, paraît-il, à faire le ménage dans notre ancien quartier. Une ironie qui me provoque un rire intérieur. Avant elle me traitait de radine pour ne pas acheter de vêtements neufs souvent. Maintenant elle doit laver le linge des autres pour manger. Les mêmes voisins, à qui elle vantait sa nouvelle et plus belle belle-fille, sont maintenant ceux qui lui donnent du travail par pitié. Je ne peux imaginer ce que ça doit être de ravaler sa fierté chaque jour. Et qu'est-il advenu de la reine du campus, mademoiselle Chloé? Son histoire n'est pas moins intéressante. Après que son père l'eut traîné de force cette nuit-là, il l'a enfermée à la maison pendant 1 mois. Son père, un homme respecté au village, était mort de honte. La nouvelle que sa fille était une briseuse de ménage et avait détourné l'argent de sa scolarité s'est répandue plus vite que la grippe. Résultat, elle a été renvoyée de l'université pour absence et pour non-paiement des frais, sans diplôme, sans mari riche et sans un visage parfait, car la cicatrice de l'accident sur sa joue est devenue une kéloïde. Maintenant, Chloé travaille dans la petite épicerie de ses parents au village. Ses rêves d'être une mondaine dans la grande ville sont enterrés sous des sacs de riz et de sucre. Parfois je me demande si je suis trop cruel, mais ensuite je me souviens de cette nuit aux urgences. Je me souviens comment il riait de ma souffrance, comment il planifiait ma ruine avec mon propre argent. Non, je ne suis pas cruel, je suis juste. L'univers a son propre équilibre. Si tu lances une balle contre un mur avec force, elle te rebondira au visage avec la même intensité. Je n'ai été que le mur. Mes pensées s'interrompent quand mon assistante frappe doucement à la porte. Docteur, le petit déjeuner est prêt. À 9 heures, vous avez une réunion avec le fournisseur de médicaments, m'informe TL poliment. Je souris et acquiesce. Regardez la différence. Avant je servais, maintenant on me sert. Avant mon emploi du temps dépendait de mon mari. Maintenant j'organise mon propre emploi du temps. Je laisse la tasse de thé vide et arrange mes cheveux face au miroir. Le reflet me renvoie l'image d'une femme beaucoup plus fraîche, saine et avec une lueur vive dans les yeux. Fini les cernes et les rides de stress. Le docteur Valérie est beaucoup plus heureuse. Je descends à la salle à manger qui donne sur un petit jardin. Sur la table en bois massif m'attend mon petit déjeuner favori. Croissant et tartines de baguette. Simple, mais mangé avec le cœur en paix, cela a le goût d'un festin 5 étoiles. Pendant que je mange, mon portable sonne. Un message d'un numéro inconnu. Normalement je les ignore, mais pour une raison quelconque mon doigt l'ouvre. Le message est bref, mais manque de me faire m'étouffer. Valérie, c'est Nicolas. Je t'écris depuis le portable d'un voisin, s'il te plaît. Ma jambe me fait très mal la nuit quand je n'ai plus de médicaments. Maman aussi est malade avec une toux qui ne passe pas. Pourrais-tu me prêter 50 €? Je te jure que je te les rendrai dès que je trouverai du travail. Tu me manques. Il s'avère qu'il n'y a que toi qui me comprenais. Réponds, s'il te plaît. Je lus le message 1, 2 fois, et ensuite j'éclatai d'un rire si fort que mon chat prit peur et sortit en courant. 50 €. L'homme qui dépensait des centaines dans un dîner me mendie maintenant 50 et dit que je lui manque. Est-ce mon argent ou moi qui lui manque? C'est incroyable comme la roue tourne. Je lui répondis. Bien sûr que non. D'un geste tranquille, j'appuyai sur le bouton bloqué et ainsi disparut cette petite nuisance dans ma belle matinée. Je ne sentis pas une once de culpabilité. Ces 50 € seraient mieux donnés à une maison de retraite. Après le petit déjeuner,
je marche vers mon cabinet à seulement 2 pâtés de maison de chez moi. Les voisins me saluent aimablement. « Bonjour, docteur. Que vous êtes élégante », me dit un voisin. Je leur rends le salut avec un sourire sincère. Vivre dans un environnement positif a un grand impact sur la santé mentale. En arrivant au cabinet, ma réceptionniste m'accueille avec le rapport des patients du jour. « Aujourd'hui c'est complet, docteur. Il y a 15 enfants et 10 adultes. » J'acquiesce contente. C'est le genre d'agitation que j'apprécie. Chaque patient qui récupère, chaque sourire d'un enfant, est une récompense bien plus précieuse qu'un salaire. Ma vie a de nouveau un sens. Je regarde le calendrier au mur. Aujourd'hui, c'est le 1er du mois. Avant je détestais le 1er du mois parce que ça signifiait payer toutes les factures de Nicolas. Maintenant, le 1er est le jour de paix pour mes employés et le jour d'épargne pour moi. Mon compte pour le Mont-Saint-Michel, qui avait été vidé, a commencé à se remplir de nouveau. Peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans je pourrai y aller seul. Peu importe. Il vaut mieux aller seul avec le cœur en paix qu'accompagné avec le cœur plein de rancœur. À l'heure du déjeuner, un coursier apporte un énorme bouquet de roses blanches. Merci d'avoir sauvé la vie de ma mère hier, de la part du fils de la patiente de la chambre 3. Mon cœur se remplit de chaleur. C'est une autre forme d'amour, une universelle et sincère. L'après-midi, je ferme le cabinet un peu plus tôt pour profiter du coucher de soleil sur la place de la mairie. Je m'assois sur un banc et observe les enfants faire voler des cerfs-volants. Avant, voir des couples amoureux m'aurait rendu triste. Maintenant je leur souhaite simplement le meilleur, espérant que la femme ne soit pas aussi bête que moi, et que l'homme ne soit pas aussi canaille que Nicolas. Le soleil se couche en teignant le ciel d'orange. Je ferme les yeux et sens la brise. En silence, je parle avec mon moi du passé, celle qui pleurait dans la salle de bain, celle qui se sentait finie. Je veux la serrer dans mes bras et lui murmurer, « Tranquille, tout ira bien. Tu es beaucoup plus forte que tu ne le crois. » J'ouvre les yeux quand les lumières de la ville commencent à s'allumer. Je me lève et marche vers la maison d'un pas ferme. Il n'y a pas de doute dans mes pas. Le passé est enterré et l'avenir s'étend devant moi comme une autoroute fraîchement asphaltée. Je suis le docteur Valérie, une femme ordinaire qui a été brisée et qui a reconstruit ses morceaux en une mosaïque beaucoup plus belle. Et à Nicolas, Chloé et mon ex-belle-mère, merci. Merci d'avoir été les méchants parfaits. Sans votre méchanceté, peut-être serais-je resté piégé dans un mariage faux qui me tuait à petit feu. Vous avez été les maîtres les plus cruels, mais aussi les plus efficaces. Profitez de ce que vous avez récolté. Pendant que moi, je vais profiter de churros au chocolat que je viens d'acheter. La vie est trop courte pour se lamenter. Il vaut mieux la dépenser en remerciant chaque souffle et chaque bouchée délicieuse. L'aube de demain arrivera et je sais qu'à partir de maintenant, mon aube sera toujours brillante. L'histoire de cette brume sombre aux urgences est terminée. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre. L'histoire heureuse d'une femme qui a choisi de s'aimer elle-même. Et croyez-moi, ce sera une histoire beaucoup plus passionnante.